Merci d'être parmi nous. Donc, cet événement est organisé par Printemps écologique. On est un éco-syndicat qui a pour objectif d'accélérer la transition écologique en entreprise et on vise à intégrer la dimension sociale et environnementale dans la stratégie des entreprises par la voie de la négociation collective. Et donc dans les CSE d'entreprise d'abord et puis dans les accords collectifs ensuite. Donc pour ça, on rassemble des militants, des associations, des think tanks, des collectifs, des mouvements activistes pour mettre l'expertise et leur expertise au service des salariés qui sont engagés au sein de leur boîte ou de leur entreprise. Donc le mois dernier, on a réalisé une série sur les bilans carbone. On s'est alors posé la question comment évaluer les impacts environnementaux et sociaux de nos organisations et au-delà des émissions de CO2, comment on mesure ces impacts-là. Et donc, c'est dans cette démarche qu'on accueille aujourd'hui ZEI avec Valentin pour une démonstration. Voilà. Bienvenue à tous. Merci Anne. On va peut-être commencer du coup. C'est parti. Je mets fin au sondage, ça te va? Oui. Alors, est-ce que tu vois les résultats? Alors ouais, je vois les résultats. Donc 20% ont indiqué plus 4% de performance, 30% d'entre vous ont indiqué plus 8%, 30% plus 13% et 20% plus 21%. C'est-à-dire qu'en gros, c'est assez équilibré, hein. Il n'y a pas de chiffre qui se distingue plus qu'un autre. On va en reparler, mais sachez qu'il y a une étude qui a été réalisée en 2016 de France Stratégie. Donc France Stratégie, c'est une organisation qui travaille sur différents sujets, qui lance des groupes de travail. Il y a notamment ce qu'on appelle la plateforme RSE, qui s'intéresse à ces sujets-là. Et il y a une étude qui est sortie sur la compétitivité des entreprises et la RSE et qui a montré qu'en France, en moyenne, les entreprises qui s'engagent dans ces démarches sont 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Donc bravo à ceux qui avaient répondu la troisième option. Comme ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc déjà, bienvenue à tous pour ce webinaire sur le thème de accélérer la transition écologique et sociale de mon organisation avec ZEI. Donc moi, je suis Valentin Bouteiller, directeur développement et impact chez ZEI. J'ai deux grandes missions au sein de ZEI, une partie qui est liée au développement commercial et une autre partie qui est liée sur le travail que l'on fait sur des indicateurs justement qu'on va intégrer à notre plateforme sur lesquels les entreprises vont pouvoir s'évaluer et ensuite progresser. Pour faire ce travail-là, on travaille aujourd'hui avec un comité d'experts qui regroupe une trentaine de personnes qui sont soit spécialisées sur certaines thématiques ou certains secteurs et qui vont nous aider en fait à définir ces éléments-là. L'idée étant de s'assurer qu'on va bien proposer des actions à mettre en place qui sont cohérentes avec les activités des entreprises et qui sont à la mesure de leur importance, puisque c'est toujours assez compliqué en fait de définir le programme du coup de cette présentation. Ce que je vous propose, c'est d'abord quelques slides pour parler en fait du pourquoi et comment s'engager sur ces sujets. C'est toujours intéressant d'avoir des éléments de contexte qui nous permettent de prendre conscience un petit peu de ces sujets, de l'importance qu'ils peuvent avoir. Et après, de passer à une phase de démonstration de la plateforme ZEI. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui en avaient entendu parler ou qui ont déjà pu l'utiliser ou qui ont pu voir à quoi ça ressemblait, mais l'idée, ce sera de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et quelles sont les différentes fonctionnalités. Et après, une petite phase de questions-réponses et potentiellement, si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole pour faire des retours d'expérience, ce sera avec plaisir pour qu'on puisse en discuter. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par une première slide. Pourquoi s'engager? Alors ça, c'est une question, une vaste question. Là, j'ai décidé en fait de vous présenter trois éléments principaux qu'il faut garder en tête sur le pourquoi aujourd'hui s'engager sur les sujets environnementaux et sociétaux. C'est important quand on est une entreprise. Le premier point, c'est améliorer son image et gagner de nouveaux clients. Alors, il y a potentiellement des personnes qui doutent parfois de ça, mais là, je vous ai mis deux chiffres qui sont assez intéressants. Le premier chiffre, c'est 43% de la réputation d'une entreprise relève de la dimension RSE. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En gros, c'est le concept qui va englober les actions que peuvent mettre en place les entreprises sur les sujets liés à l'environnement, au social, à la gouvernance, à l'éthique des affaires, etc., etc.
Et ça, c'est une étude du Reputation Institute. Donc, le Reputation Institute, c'est une organisation qui est spécialisée sur l'analyse de la réputation des entreprises et qui, du coup, a montré qu'en fait, la RSE, aujourd'hui, a une importance importante dans l'image que peuvent avoir les entreprises auprès du grand public. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre, il est encore plus important en France que dans d'autres pays. Ce qui veut tout simplement dire qu'en France, on est potentiellement plus sensible et plus attaché à ce type de sujet quand on va, par exemple, s'intéresser à une marque ou consommer. Deuxième chiffre très intéressant, 80% des consommateurs ont déjà changé leurs habitudes pour consommer plus responsable. Donc ça, c'est une étude, c'est un chiffre qui vient d'une étude de l'ADEME et de Greenflex, donc un cabinet de conseil spécialisé en développement durable. Donc c'est une étude qu'ils font tous les 2 ans sur la consommation responsable. Et ce chiffre, les dernières études, en fait, ont montré qu'il est en constante augmentation. Ça veut dire qu'au cours des 5 dernières années, il s'est passé quelque chose. Les gens ont pris de plus en plus conscience de ces sujets et les intègrent en fait dans leur choix de consommation. Il suffit simplement d'allumer la télé aujourd'hui pour s'en rendre compte. Vous avez probablement pu le voir quand vous avez la publicité qui passe. Aujourd'hui, quasiment toutes les marques communiquent sur l'aspect éco-responsable de leurs produits ou de leurs solutions. Bah ça, c'est tout simplement lié au fait que ces marques ont pris conscience que c'était maintenant devenu potentiellement le critère le plus important pour les consommateurs dans leur décision d'achat. Alors, 80%, il est aussi, il faut le garder en tête aussi pour l'aspect professionnel. C'est-à-dire que si vous travaillez par exemple en B2B, sachez que ce sont des critères qui sont aussi de plus en plus pris en compte. Je peux vous parler un petit peu de mon expérience, puisqu'avant de rejoindre Zège, je travaillais au département des achats responsables de Saint-Gobain. Et donc Saint-Gobain, qui est une entreprise du CAC 40, est contrainte réglementairement par ce qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance. La loi sur le devoir de vigilance, c'est une réglementation qui impose aux entreprises de plus de 5 000 salariés de mettre en place des procédures pour limiter les risques environnementaux liés aux droits de l'homme, etc., dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a différents critères qu'on doit mettre en place quand on est contraint par cette réglementation, mais de plus en plus, du coup, les grands groupes gagnent en maturité sur ces sujets et intègrent de plus en plus la performance RSE dans le choix de leurs fournisseurs. Et ça se matérialise comment? Tout simplement par le fait que la performance RSE des entreprises va être pris en compte dans la sélection de fournisseurs sur les appels d'offres. En fait, avant, vous aviez 3 critères principaux. Vous aviez le prix, la qualité, les délais de livraison ou les délais de déploiement de la solution. Et en fait, chaque élément a été pondéré dans le choix des fournisseurs sur un appel d'offres. Aujourd'hui, de plus en plus, vous êtes un quatrième critère, qui est la RSE, la performance RSE de l'entreprise, qui va compter pour 10, 15, 20% de la notation d'un fournisseur. Donc même si vous n'êtes pas contraint directement par ce type de réglementation, sachez qu'indirectement, ça peut vous toucher parce que vos clients vont y être soumis et vont intégrer ces éléments-là dans leur décision d'achat. Le deuxième point, motiver et fidéliser ses collaborateurs. En fait, ça, c'est un petit peu le corollaire de ce que je vous disais avant. Aujourd'hui, on évolue dans une société où il y a une prise de conscience globale sur ces sujets. Et d'ailleurs, la crise sanitaire a potentiellement mis un petit coup d'accélération à tout ça. Et vos collaborateurs, ceux qui travaillent pour vous en interne, ce sont des personnes qui font aussi partie de la société civile et qui, du coup, sont eux aussi de plus en plus sensibles à ces sujets. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres aussi. Un salarié non motivé coûte en moyenne 14 310 € par an à une entreprise. Ça, c'est une étude IBET qui est réalisée tous les ans. Et ce chiffre aussi, il est en augmentation chaque année. Ça, c'est lié au fait qu'en fait, il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, la motivation globale des collaborateurs est en train de diminuer. Et pensez qu'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre en termes de crise, de situation sanitaire, avec le télétravail qui s'est généralisé, c'est très difficile de garder ses collaborateurs motivés. Donc ces sujets sont d'autant plus importants parce qu'en s'engageant sur les aspects environnementaux et sociétaux, on va aussi leur donner, en fait, c'est un nouveau levier pour leur permettre d'être plus productifs et contribuer au développement de l'entreprise. D'autres chiffres, 71% des salariés se disent mal informés sur la démarche RSE de leur entreprise, alors qu'ils sont 67% à déclarer vouloir être force de proposition pour nourrir la réflexion RSE. Alors ça, on y reviendra. C'est une étude du cabinet de conseil des enjeux des hommes qui s'appelle le baromètre RSE, qui montre qu'en fait, il y a un vrai problème de communication de sa démarche en interne, alors que les collaborateurs veulent être de plus en plus impliqués. Donc ça, on en reparlera parce que ça fait partie des choses importantes auxquelles on doit penser quand on déploie une démarche RSE. Et troisième point, augmenter son attractivité et booster sa marque employeur. Alors aujourd'hui, pareil, il y a des études qui montrent qu'en France, on a des difficultés à recruter. Il y a une étude de la BPI qui a montré que plus de 80% des PME, des TPE-PME ont des difficultés à recruter. Donc pour attirer les jeunes, attirer les talents, il faut aujourd'hui trouver de nouveaux leviers.
et s'engager sur des démarches de RSE et le faire savoir font partie de ces leviers. Et vous voyez, pour 58% des Français, la politique RSE est un critère important dans le cadre de leur recherche d'emploi. Donc, c'est des critères qui sont de plus en plus pris en compte. Et 62% des millennials déclarent vouloir travailler pour des entreprises qui délivrent un impact sociétal positif. Donc, gardez bien ça en tête parce que si vous voulez gagner en compétitivité, si vous voulez innover, il faut recruter des jeunes qui vont apporter, par leur dynamisme et par leur capacité à générer des idées nouvelles, euh, des choses intéressantes dans votre entreprise. Donc, ça peut aussi être un levier pour ça. En bref, si vous devez retenir quelque chose, la RSE, l'engagement sur les aspects écologiques et sociaux permet de gagner en compétitivité. Là, comme je vous le disais, étude de France Stratégie de 2016 qui a montré qu'en France, les entreprises qui s'engagent dans une démarche de RSE sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Alors, ce que montre cette étude, c'est que ce surplus de performance, il dépend de différents critères, il dépend du secteur d'activité. C'est-à-dire que ça va en moyenne de 4 à 21%, mais dans tous les cas, ça apporte des choses positives à l'entreprise. Je vais juste un petit point d'attention sur le fait que cette étude, elle date de 2016, donc elle est quand même assez ancienne, mine de rien, et qu'avec les évolutions qu'on a pu observer au cours des dernières années, il est tout à fait probable que ce surplus de performance il soit encore plus important aujourd'hui. Parce que de plus en plus de consommateurs ou d'acheteurs professionnels vont prendre ces critères-là en compte dans leurs décisions. Et qu'est-ce qui contribue finalement à ce surplus de performance? Alors, le premier point, répondre aux attentes de ces parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est toutes les personnes physiques ou morales qui peuvent être influencées par l'activité de votre entreprise ou qui, à leur tour, peuvent influencer votre entreprise. Les parties prenantes, ça va donc être principalement les clients et les consommateurs. Donc là, on l'a vu avant, mais aujourd'hui, une prise en compte de plus en plus importante de ces sujets. Ça va être vos collaborateurs, mais ça va être aussi d'autres entités comme des investisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de fonds d'investissement évaluent les entreprises de leur portefeuille ou dans lesquelles ils souhaitent investir sur les thématiques ESG, donc environnement, social, gouvernance. Alors tout simplement parce que il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites sur la finance durable et il y a même des projets de loi qui vont potentiellement imposer la prise en compte de ces critères dans les investissements, mais aussi parce que eux sont conscients que les entreprises qui s'engagent potentiellement peuvent être plus compétitives et donc plus performantes. Et si elles sont plus performantes, eux peuvent en retirer des bénéfices plus rapidement. Donc il faut bien garder ça en tête. Deuxième élément, se différencier de la concurrence. Aujourd'hui, on vit dans une société où on va dire, les leviers classiques ou conventionnels pour se différencier sont de plus en plus difficiles à exploiter. Il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur les marchés sur lesquels on peut en tant qu'entreprise être installé depuis longtemps, qui très souvent, vu qu'ils viennent majoritairement de l'étranger, vont s'appuyer sur des logiques de prix très bas et donc vont venir capter des parts de marché. Un des leviers pour se différencier, en particulier quand on est sur le marché français, c'est justement de montrer ce qu'on fait sur les sujets de RSE. Parce que c'est potentiellement un sujet sur lequel on est plus en avance, où on a les capacités d'être plus en avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vit dans un écosystème où il y a plus de solutions disponibles que dans d'autres pays potentiellement. Et c'est des sujets sur lesquels certains pays ne sont pas forcément trop avancés. Donc là, il y a vraiment quelque chose à jouer pour justement se différencier sur ces sujets. Améliorer sa productivité, donc là je ne vais pas trop m'attarder, mais ça revient à ce qu'on disait juste avant sur la motivation des collaborateurs. Innover, alors ça c'est un point qui est très important, mais pour innover, et notamment innover en s'appuyant sur les sujets liés à l'environnement ou aux aspects sociaux, il faut qu'en fait la RSE soit quelque chose de diffusé partout dans l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait la RSE, pour vous donner un petit peu un cadre historique, c'est apparu en France au début des années 2000 avec ce qu'on appelait la loi NRE, la loi pour les nouvelles réglementations économiques qui date de 2001. Et au départ, la RSE s'est matérialisée par la création de départements RSE, généralement au siège des entreprises, dans lesquels il y avait des personnes qui déployaient certaines actions donc dans toutes les activités de l'entreprise. Malheureusement, cette RSE, elle est restée très top-down, comme on dit, et elle n'a pas forcément été diffusée au sein de l'entreprise. Ce qui veut dire que tous les collaborateurs ne prenaient pas en compte ces sujets-là dans leurs tâches quotidiennes. Et ça, en fait, ça limite la maturité que les entreprises peuvent atteindre sur ces sujets. Il y a une sorte de plafond de verre au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc l'idée, c'est qu'on va communiquer en fait sa démarche RSE pour faire en sorte que tout le monde intègre ces sujets-là dans leur fonction quotidienne, et en particulier les gens qui travaillent sur les produits, qui travaillent à la R&D, pour en faire un levier d'innovation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de produits ou de services qui sont développés, qui intègrent ces éléments-là. Mais pour ça, il faut que ce soit du coup diffusé. Accroître ses marges,
Bah, quand on va développer de nouveaux produits qui, justement, vont être, par exemple, plus éco-responsables, on peut potentiellement les vendre plus cher. Du coup, on peut accroître ses marges et ça contribue au surplus de performance. Faire des économies, alors ça, c'est un point important. Encore aujourd'hui, malheureusement, la RSE, l'impact sont des sujets qui sont encore perçus par beaucoup d'entreprises comme quelque chose de coûteux. On s'imagine toujours que ça va, nous coûter de l'argent, on va devoir y dédier un budget pour, pouvoir avancer. Alors que c'est pas forcément le cas puisqu'en fait, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, généralement, on va commencer par ce qui nous permet de faire des économies. Typiquement, je vais travailler sur mes consommations d'énergie, je vais travailler sur les consommations d'eau et du coup, je vais faire des économies et je vais améliorer ma compétitivité. Ce qui va me permettre aussi de potentiellement de dégager des budgets pour mettre en place d'autres actions. Et prévenir et limiter les risques, donc effectivement, on va limiter des risques, que ce soit, juridiques, des risques liés à l'image qui peuvent être très problématiques pour les entreprises et qui vont contribuer à ce surplus de performance. C'est aussi à mettre en parallèle avec ce qu'on est en train de vivre, hein, puisque plus on est, compétitif, plus on a de la trésorerie et du coup, plus on peut être résilient face aux crises et il est tout à fait probable que des entreprises auraient voulu être plus compétitives et du coup être plus résilientes, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Donc il faut bien garder, tout ça en tête. On a déjà quelques petites questions, Oui, je vais Valentin. revenir. Alors juste pour la question, pour préciser peut-être les acronymes, il y a exactement une petite demande de la part d'Eric en ce qui concerne Oui. la différence entre la RSE et les critères ESG. Est-ce que tu pourrais éventuellement faire une précision sur ce sujet-là? Ouais. Alors en fait, aujourd'hui, la RSE, il y a, différentes manières de voir le sujet et de le suivre en entreprise. Hem, la RSE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand il y a eu des premières réflexions sur ces sujets, on parlait de responsabilité sociale des entreprises. Donc on était très focalisé sur la partie, humaine, collaborateurs en particulier. Ensuite, le concept s'est transformé et est devenu la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire qui intègre d'autres critères, notamment la partie environnement, les choses qui sont liées à l'éthique des affaires, et cetera. En ce moment, ce qu'on est en train de constater, c'est que le terme RSE est en train de se transformer au profit d'un nouveau mot, d'un nouveau concept qui est l'impact. Et l'impact, en fait, ça va un petit peu plus loin que la RSE. C'est-à-dire que la RSE, c'est en gros, je vais faire attention aux actions que je mets en place en interne. Et l'impact, c'est je vais aller plus loin que la RSE, c'est que potentiellement, je vais développer moi-même des activités, des solutions qui vont avoir un impact positif sur la société ou qui vont permettre à d'autres entités d'avoir un impact positif sur la société. Donc ça, c'est juste pour faire le point sur le concept. Ensuite, sur les thématiques qui sont abordées sous ces concepts. En fait, aujourd'hui, vous avez différentes manières comme je disais, de l'aborder. C'est-à-dire que si vous prenez des référentiels, on va dire, assez conventionnels, par exemple, la RSE, il y a l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est la norme internationale qui est dédiée à la RSE. Elle distingue 7 catégories, 7 thématiques. Donc, il va y avoir l'environnement, il va y avoir les droits humains, il va y avoir l'impact territorial, des choses comme ça. Vous avez les fonds d'investissement qui, eux, sont principalement appuyés sur ce qu'on appelle les analyses ESG, environnement, social, gouvernance. En fait, c'est exactement le même sujet. C'est juste que les thématiques qui vont être identifiées vont être différentes. Mais la réalité, c'est que des critères qui sont intégrés, par exemple, dans l'ISO 26000 vont être similaires à des critères qui sont dans les évaluations ESG. Vous avez d'autres types de référentiels qui peuvent être liés à des secteurs d'activité. Par exemple, il y a beaucoup de fédérations d'entreprises ou des syndicats qui ont travaillé sur des référentiels qui vont potentiellement utiliser d'autres types de catégories. Vous avez des labels comme, vous connaissez peut-être le label Lucie, le label Bicorp. Alors, le label Lucie s'appuie sur les ISO 26000. Le label Bicorp, c'est un label qui a sa propre méthodologie. Ils distinguent 6 catégories. Donc, en fait, c'est exactement le même sujet. C'est juste que les thématiques peuvent être différentes en fonction des référentiels qu'on utilise ou en fonction des entités qui portent ces sujets. Et donc, l'ESG est principalement porté par les fonds d'investissement. Mais sachez que nous, dans ZEI, on utilise aussi l'ESG, tout simplement parce que, par mesure de simplification, on trouve que finalement, tous les sujets peuvent être intégrés autour de 3 grandes thématiques que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Et plus on rend ce sujet simple, plus on est en mesure de le démocratiser et c'est notre objectif en fait au travers de la plateforme. Merci beaucoup. J'espère que Eric ça a répondu à ta question. Et il y avait une autre petite question peut-être avant de continuer. C'était Gauthier qui rebondissait sur ce que tu avais dit, sur le fait qu'en fait ce chiffre de 13% date de 2016 et est lié à France Stratégie. Et du coup, il se posait juste la question si aujourd'hui France Stratégie avait éventuellement actualisé son étude.
Alors, pas ma connaissance, mais il y a d'autres travaux qui ont été effectués sur le lien entre la compétitivité et la RSE. Alors forcément, il y a toujours des chiffres différents qui sortent et on peut toujours s'interroger sur leur véracité. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un consensus, par contre, sur le fait que ça amène un surplus de performance. Il y a même des études qui ont montré qu'une entreprise qui est engagée sur ces sujets va avoir un surplus si elle est sa valorisation en tant qu'entreprise, alors qu'elle soit cotée ou non cotée, va être aussi plus importante. Il me semble qu'on parle de plus 4% en termes de valorisation. Donc l'étude n'a pas été mise à jour, mais ce serait intéressant qu'ils le fassent justement pour qu'on ait un chiffre peut-être plus récent et peut-être plus important, ce qui appuierait encore davantage en fait l'intérêt de passer à l'action sur ces sujets. D'accord, merci beaucoup. Ce que je vous ai mis là, alors les réglementations liées à la RSE, ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a plusieurs en France. Vous avez peut-être entendu parler par exemple de la directive européenne sur la déclaration de performance extra-financière. En gros, c'est une directive qui a été retranscrite dans le droit français qui impose à certaines entreprises de publier en grosso modo un rapport RSE dans lequel ils vont devoir communiquer des informations sur certains aspects, que ce soit l'environnement, le social et autres. Cette réglementation-là, elle s'applique généralement aux entreprises de plus de 500 salariés et avec certains critères liés au chiffre d'affaires ou au bilan. Vous avez d'autres réglementations comme la loi Sapin 2, l'obligation de faire des bilans carbone, la loi sur le devoir de vigilance, qui sont directement ou indirectement liées à la RSE. Mais la plupart de ces réglementations, en fait, elles s'appliquent au-delà d'un certain seuil en nombre de salariés, et en particulier au-delà du seuil de 500 salariés. Ce qui fait que vu que nous, on vit dans un tissu économique principalement constitué de TPE et de PME, la plupart des entreprises, une très grande majorité des entreprises, ne sont pas directement contraintes pour mettre en place des actions sur ces sujets. Par contre, on peut s'interroger sur le futur des obligations. Et là, j'ai voulu vous mettre, mettre quelques recommandations qui ont été faites par la Convention citoyenne pour le climat, que je trouve très intéressantes, et qui d'ailleurs ont été partiellement reprises dans le cadre du projet de loi climat. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui commentent ce projet en disant qu'il est beaucoup moins ambitieux que ce qui avait été proposé par la Convention citoyenne pour le climat. Mon point de vue personnel là-dessus, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une question de temps. Parce que je pense sincèrement que le sens de l'histoire fait qu'on va devoir accélérer en fait sur le déploiement des actions liées à ces sujets, et que si c'est pas maintenant, on voit que ça arrive, que c'est quand même au cœur des réflexions, au cœur du débat, que si les éléments que je vais vous montrer là ne sont pas appliqués aujourd'hui, ils vont potentiellement l'être dans quelques années. Donc c'est toujours intéressant de les garder en tête parce que il faut aussi être en mesure de les anticiper, voire peut-être de les mettre déjà en place, parce que ça peut être des éléments de différenciation assez intéressants auprès des consommateurs. Et là, donc, du coup, je vous donne quelques exemples qui ont été de recommandations qui ont été faites par la Convention citoyenne pour le climat. Le premier, score carbone pour tous les produits et services. Donc là, l'idée, ce serait tout simplement de mettre en place un système de score, exactement comme le Nutri-Score, vous savez, avec cette échelle de 5 couleurs et de lettres, pour indiquer quels sont les produits qui ont l'impact carbone le plus faible par rapport aux autres. À savoir que ce qui est très intéressant, c'est de regarder aujourd'hui les résultats qui ont été obtenus grâce au Nutri-Score et qui ont montré que, à la suite de la mise en place du Nutri-Score, donc les consommateurs se sont détournés des produits qui étaient les plus nocifs pour la santé pour s'orienter vers ceux qui étaient les meilleurs. Donc en gros, ça fonctionne. Par ce jeu de couleurs, on est capable d'orienter le consommateur dans une direction ou dans une autre. Et ça, je pense très sincèrement que ça va arriver prochainement. À savoir vous avez des organisations qui sont en train de travailler dessus. Par exemple, Yuka, donc, qui travaille d'abord sur l'impact santé des produits, a annoncé qu'ils avaient travaillé sur un score lié à l'impact environnemental des produits. Donc on va voir ce que ça va donner. Score carbone sur toutes les publicités. Donc ça, c'est obligé, l'affichage de ce score carbone sur toutes les publicités, pareil, pour orienter le consommateur dans une direction ou dans une autre. Élargissement du bilan carbone aux PME plus annuel. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, le bilan carbone, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et il doit être effectué tous les 4 ans. La Convention citoyenne sur le climat a proposé que ce bilan carbone, il soit obligatoire pour toutes les entreprises au-delà de 100 salariés, donc on va couvrir beaucoup plus d'entreprises, et qu'il soit actualisé tous les ans. Donc ça, c'est aussi intéressant de le garder en tête parce qu'aujourd'hui, sur toutes ces réglementations-là, vous avez des réflexions sur l'abaissement des seuils. Je vous parlais tout à l'heure du rapport RSE, plutôt qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. Vous avez des réflexions en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale pour que le seuil de 500 salariés soit diminué à 250.
Et c'est ce qu'on observe en fait depuis le développement de la RSE en France, c'est que les seuils dans le temps ne font que diminuer pour faire en sorte qu'ensuite ce soit appliqué et applicable pour beaucoup plus d'entreprises. Obligation du bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Alors en fait, dans un bilan carbone, on va généralement distinguer 3 scopes. Le scope 1 va être lié aux consommations d'énergie qu'on va avoir pour la fabrication de ces produits. Le scope 2 va s'intéresser à la source de l'énergie qu'on utilise dans son entreprise. Donc par exemple, si vous utilisez de l'électricité et qu'elle provient d'usines à charbon, ça va être pris en compte. Et le réglementaire en France aujourd'hui, c'est scope 1, scope 2 pour les entreprises de plus de 500 salariés. Eux, ce qu'ils demandaient, c'est que du coup, le bilan carbone soit étendu au scope 3. Le scope 3, en fait, il prend en compte toute la chaîne de valeur d'une entreprise. Donc l'impact de sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi la distribution de ses produits, l'utilisation de ses produits et la gestion de la fin de vie des produits qu'elle commercialise. Donc c'est beaucoup plus vaste et aujourd'hui, en fait, c'est assez onéreux de faire un bilan carbone jusqu'au scope 3. Il y a très peu d'entreprises qui le font, à part quelques grands groupes. Mais donc c'est intéressant de le garder en tête. Publicité régulée en fonction du score carbone. Donc là, l'idée serait d'interdire la publicité de certains produits s'ils ont un score carbone qui est mauvais. Plan mobilité obligatoire pour toutes les entreprises. Alors le plan mobilité, c'est obligatoire aujourd'hui pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés sur un même site. Et l'idée, c'est qu'on va analyser en fait les trajets des collaborateurs entre le domicile et le travail et leur lieu de travail, les trajets des collaborateurs dans le cadre de leurs activités, et aussi tout ce qui va être lié à la visite de clients sur site pour potentiellement mettre en place des mesures qui vont réduire les impacts liés au déplacement. Donc là, l'idée serait d'abaisser le seuil de 50 salariés, de faire en sorte que ce soit obligatoire pour tout le monde. Interdiction de la vente par lot, des réductions de prix et des soldes. Bon, ça, il y a eu déjà pas mal de débats là-dessus. Ça, je trouve ça intéressant. C'est exactement sur le même principe que les paquets de cigarettes. Mettre une mention sur l'ensemble des produits qui serait « En avez-vous vraiment besoin ?» La surconsommation nuit à la planète. Bon, ça peut être des éléments potentiellement incitatifs. 20% de la note des marchés publics sur des critères environnementaux. Donc sachez qu'aujourd'hui, si vous participez à des marchés publics, votre performance RSE va potentiellement déjà être pris en compte dans votre sélection. Et là, en fait, ils souhaiteraient rendre obligatoire le fait que 20% de la note dans un marché public soit liée à ces critères. Ce qui est très important. Voilà pour vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est des choses qui ne vont pas forcément être appliquées à court terme, mais qu'il faut garder en tête parce que si vous vous engagez tout de suite, vous êtes en mesure de les anticiper et d'être du coup moins contraint par le temps quand ces choses-là vont arriver. Alors par où commencer? Je voudrais vous donner simplement quelques pistes en fait alors c'est des idées très simples hein, pour mettre en place une démarche RSE parce qu'on ne sait pas forcément toujours par où commencer quand on n'a pas les compétences sur ces sujets. Alors le premier point, c'est désigner un chef de projet. Alors désigner un chef de projet, ça ne veut pas forcément dire recruter une personne qui va être dédiée à ça en interne. Ça peut être tout simplement faire en sorte qu'une personne qui est déjà dans l'entreprise alloue 10-20% de son temps à la mise en place de sa démarche et pilote les actions. L'idée justement de Zai que je vais vous montrer après, c'est de permettre à des personnes qui ne sont pas forcément formées et qui n'ont pas forcément des compétences très abouties sur ces sujets, de quand même piloter les actions en interne pour permettre à l'entreprise de progresser. Parce que quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas forcément à faire en sorte que tous les Français soient formés à ces sujets, puisqu'ils sont parfois très techniques. Et réaliser un diagnostic. Alors pour réaliser un diagnostic, en fait, là, l'idée, c'est de voir en fait quelle est notre marge de progression, où on se situe sur ces sujets pour pouvoir ensuite définir des actions, des objectifs à atteindre. Pour réaliser un diagnostic, aujourd'hui, vous avez plusieurs options. Vous pouvez passer du coup par un outil digital comme Zai. Vous avez aussi des labels qui existent comme Label Lucie, Label Bicorp et autres qui vous permettent de faire ce diagnostic. Vous avez aussi des cabinets, vous pouvez vous faire accompagner par des cabinets de conseil. Chacun a sa méthodologie pour vous accompagner. Nous, on vous en propose une et tout simplement vous permettre de voir où vous en êtes sur ces sujets. Parce qu'on ne fait pas de la RSE sans avoir pris le temps de faire ce diagnostic. Définir des objectifs. Donc une fois que vous avez fait votre diagnostic, vous allez définir des objectifs qui sont réalistes, de préférence, avec des actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Quatrième point, communiquer en interne. Alors ça, c'est un point important qui est souvent qui est souvent oublié. C'est que si vous voulez vraiment faire en sorte que ces sujets soient intégrés en interne, que tout le monde en fait se les approprie et du coup contribue à l'atteinte de ces objectifs, il faut absolument faire en sorte que ce soit communiqué en interne et que tout le monde ait conscience de ça. Et ça, c'est un point qui pêche très souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les actions de communication qui sont aujourd'hui réalisées vers les collaborateurs en interne, souvent elles sont très partielles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le moyen de voir d'une manière globale
où en est l'entreprise et quels sont les objectifs qu'elle s'est fixés, mais aussi parce que vous allez potentiellement avoir du roulement en fait dans votre entreprise avec des collaborateurs qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Et si vous ne faites pas cet effort de communiquer de manière régulière, bah, en fait l'information va se perdre. Donc c'est très important de communiquer en interne pour que chacun puisse intégrer ces éléments-là dans leur tâche quotidienne. Exécuter le plan d'action, donc là forcément c'est de mettre en place ces actions pour atteindre les objectifs. Et je dirais plus un élément important là-dessus, c'est de faire un suivi régulier en fait de ce plan d'action. Nous, dans Zeil, on va intégrer des indicateurs qui vont être, par exemple, est-ce que l'entreprise fait un bilan annuel de l'atteinte de ses objectifs RSE, notamment en discutant au niveau des comités exécutifs, donc comités de direction, ou non exécutifs, tout ce qui va être conseil de surveillance et conseil d'administration. Donc, il faut suivre les actions pour voir où on en est. Et communiquer en externe, bah, si vous voulez en fait retirer le maximum de bénéfices de votre démarche, il faut absolument le faire savoir. Il y a encore trop d'entreprises qui aujourd'hui disent bah, nous on fait beaucoup de choses, mais on ne le communique pas parce qu'on a peur, parce que c'est pas dans notre ADN, etc. Mais il faut le communiquer, il faut donner l'information en fait aux consommateurs pour qu'ils puissent s'orienter dans une direction plutôt que dans une autre. Aujourd'hui, quand on va au supermarché, vous êtes au rayon céréales, vous n'avez aucun moyen de savoir quelle est la marque qui est potentiellement la plus engagée. Et ben, si vous êtes un fabricant de céréales et que vous indiquez sur vos produits, par exemple, que vous êtes engagé, que vous permettez aux consommateurs d'aller voir ce que vous faites de manière transparente, potentiellement, ça va avoir un impact sur sa décision d'achat. Donc, il faut le faire savoir. Et je vous ai mis une petite phrase en dessous que j'aime bien. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on ne fait pas de la RSE sans le savoir. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent lors de conférences où des personnes vont venir parler de ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles vont dire, bah, nous, on n'avait pas fait de diagnostic, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait déjà beaucoup de choses sur le sujet de la RSE. En réalité, on ne fait pas de la RSE sans le savoir parce que la RSE, c'est un processus. C'est un processus d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on fait ce bilan, on va voir où on en est, on va définir des objectifs à atteindre et on va faire le suivi de ces objectifs pour toujours continuer à s'améliorer. Et en gros, c'est une démarche perpétuelle. Donc à bien garder en tête aussi. Alors, vous avez bien profité du soleil? Vous êtes retourné jouer au golf? Je crois qu'on entend Il y a eu quelqu'un. un petit micro qui a. Quelqu'un qui parle du golf. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation, peut-être avant que je passe à la démonstration de la plateforme? On avait une petite question sur ce que signifiait le scope 3. Donc là, j'étais en Ouais. train de t'y répondre, mais peut-être qu'on peut faire un petit point aussi là-dessus avant de passer à la démo. Oui, ok. Donc le scope 3 sur un bilan carbone, c'est en fait ça va prendre en compte certains éléments qui sont liés vraiment à toute la chaîne de valeur d'une entreprise. Donc quand vous faites un bilan carbone scope 1, on va regarder ce que vous consommez en termes d'énergie principalement. Donc quelles sont vos consommations de carburant, vos consommations d'électricité, vos consommations de chauffage, etc. Scope 2, on va aller voir la source de cette énergie. Donc là, ça va être par exemple, si je consomme de l'électricité, est-ce qu'elle provient d'un fournisseur qui fabrique cette électricité avec justement des usines à charbon, des usines qui fonctionnent au diesel, etc. Pour prendre en compte en fait l'impact indirect de cette consommation d'énergie. Et le scope 3 va en fait prendre en compte tous vos impacts allant des matières premières que vous allez utiliser, d'où elles viennent, comment elles viennent, les produits que vous allez commercialiser, comment ils sont utilisés, combien de temps ils sont utilisés, comment ils sont gérés à la fin de vie. Donc le scope 3 est vraiment beaucoup plus large en fait que le scope 1 et le scope 2, mais il est beaucoup plus compliqué aussi à prendre en compte. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à votre question, Anne-Lise Velas. Ok, bon bah super. Alors du coup, l'idée c'est de vous présenter un petit peu Zeil, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et quelles sont les différentes fonctionnalités que vous pourrez trouver sur la plateforme. Alors Zeil, pour vous présenter en une phrase, en fait c'est un outil digital qui a pour but d'aider les entreprises à progresser et à valoriser leurs engagements sur les thématiques liées à la RSE. Le point de départ du projet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on voit que d'un côté, il y a un intérêt économique à passer à l'action. Rappelez-vous du plus 13%. De l'autre côté, il y a trop peu d'entreprises qui passent à l'action. En France, on estime que moins d'un quart des entreprises ont des démarches qui sont formalisées, des plans d'action déployés pour s'améliorer sur ces sujets-là. Du coup, nous, on a essayé finalement de comprendre quels étaient les problèmes principaux auxquels les entreprises étaient confrontées quand il s'agissait de passer à l'action pour essayer d'y répondre au travers de la plateforme. Et il y a 3 grands problèmes auxquels on a souhaité répondre en premier lieu. Et après, alors, il y a d'autres fonctionnalités qui ont été développées par la suite. Mais les 3 grands problèmes sont que, premièrement, quand on est une entreprise, en particulier une petite entreprise, on ne sait pas forcément quoi faire.
c'est-à-dire quelles actions mettre en place et sur quels enjeux progresser en fonction de notre activité et notre spécificité. Deuxièmement, on ne sait pas comment faire, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui toutes les solutions existantes sur le marché qu'on peut éventuellement adopter pour s'améliorer. Et troisièmement, quand on met en place des actions pour s'améliorer, on ne sait pas forcément comment les communiquer pour justement faire un vrai levier de performance. Pour la partie communication, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a en gros 3 outils qui permettent de communiquer sa démarche. On a les rapports RSE. Alors comme je vous le disais, c'est généralement les rapports RSE, il va exister pour les entreprises de plus de 500 salariés, en tout cas qui sont contraintes par la déclaration de performance extra-financière. En dessous de ce seuil, on peut, si on le souhaite, rédiger un rapport RSE de manière volontaire. Mais la réalité, c'est que personne ne consulte les rapports RSE aujourd'hui pour comprendre les engagements des entreprises. Donc c'est un mauvais outil de communication. Vous avez ensuite les labels RSE. Label RSE, j'en ai cité plusieurs. Il y a label Bicorp, label Lucie, vous avez le label Engagé RSE. Les labels sont toujours très intéressants pour s'améliorer et assez intéressants aussi pour communiquer. La seule, enfin, 2 petites faiblesses en fait des labels, c'est que premièrement, on ne peut pas forcément savoir quels critères ont été utilisés pour attribuer le label à une entreprise. Donc un label ne permet pas de communiquer de manière transparente sur ces sujets-là, alors qu'aujourd'hui, justement, les consommateurs sont en demande de cette transparence. Et le deuxième problème, c'est potentiellement la notoriété en fait des labels. Ils peuvent être assez connus au niveau professionnel, mais par le grand public, pas forcément. Et du coup, ils vont pas avoir un impact important sur leurs décisions d'achat ou leur choix de consommation. Et le troisième outil qui est utilisé, c'est la communication en fait, que les entreprises font en direct sur leur site internet, via une rubrique Nos engagements ou sur les réseaux sociaux. Alors le problème de cette communication-là, c'est qu'on va très facilement valoriser ce qu'on fait de bien, mettre de côté ce qu'on ne fait pas encore ou ce qu'on fait de moins bien, et c'est pas non plus une information qui est vérifiée par une tierce partie. Donc nous, on ne vient pas en concurrence avec ces 3 outils de communication-là, on vient plutôt en complément. Vous allez voir que l'idée va être de communiquer de manière transparente où on en est, les objectifs qu'on s'est fixés, mais on a aussi une possibilité de pouvoir s'afficher sur beaucoup de supports de communication, ce qui est assez intéressant. Donc là, pour vous montrer en fait donc comment ça fonctionne. En fait, quand une entreprise va s'inscrire sur Zeil, on va lui demander différentes informations. Son secteur d'activité, sa taille en nombre de salariés. On va lui poser quelques questions pour comprendre ses spécificités. Par exemple, est-ce qu'elle commercialise tel type de produit? Est-ce qu'elle a des usines et des entrepôts? Est-ce qu'elle a des véhicules, etc. Et toutes ces informations-là vont être utilisées par notre système pour construire 3 tableaux de bord sur l'environnement, le social et la gouvernance, avec des indicateurs sur lesquels on va l'inviter à s'évaluer et à progresser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces indicateurs, on les détermine en interne, mais on a constitué un comité d'experts qui regroupe aujourd'hui une trentaine de personnes, qui sont soit spécialisées sur certaines thématiques ou certains secteurs, qui vont nous aider, secteur par secteur, à définir ces indicateurs et surtout leur pondération. Puisque chaque indicateur est associé à un coefficient. Vous voyez, par exemple, l'hébergement web vert, en dessous, là, je vois coefficient 80. L'objectif de ce coefficient, il est de montrer aux entreprises ce qui est le plus important pour elles par rapport à leur activité, et c'est aussi de les aider à prioriser leurs actions pour agir principalement sur ce qui va avoir le plus d'impact. Pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble quand on rentre dans un indicateur. Ici, en fait, on va retrouver la définition de l'indicateur. Alors, chose intéressante, on associe les ODD. Alors, les ODD, c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, c'est 17 objectifs qui ont été définis par les Nations Unies à l'horizon 2030, sur lesquels ils invitent les entreprises à s'évaluer. Nous, on a simplement créé un lien entre nos indicateurs et les ODD pour vous dire, si vous agissez sur cette thématique, vous allez avoir un impact sur ces ODD-là. Ce qui peut être aussi une autre manière de voir l'information et de la communiquer. Donc, par rapport à cette définition, on va nous-mêmes évaluer notre progression. Ensuite, on peut indiquer si on passe par des prestataires ou des fournisseurs spécifiques sur cet indicateur. Vous voyez, nous, on a indiqué Enercop, tout simplement parce qu'on peut être intéressé de communiquer sur le fait qu'on travaille avec telle ou telle entreprise. Enercop étant une coopérative, par exemple, ce qui peut être aussi valorisable. On va toujours demander aux entreprises de transmettre des justificatifs pour pouvoir valider de leur progression. Donc ça, c'est un point important de Zeil, c'est qu'en fait, l'information n'est pas déclarative. Quand vous évaluez sur Zeil, on va vérifier l'information, tout simplement parce que quand cette information va être communiquée à l'externe, il ne faut pas que les personnes se demandent si c'est du déclaratif ou pas. Il y a une pré-vérification, ce qui crédibilise jusqu'où l'information qui est communiquée. On peut se fixer des objectifs. Donc, si aujourd'hui je suis à 20% de progression, je peux très bien dire je souhaite atteindre 40 ou 50% d'ici un an. Et on a une partie complément. On va pouvoir donner plus de détails sur ce qu'on fait aujourd'hui ou comment on compte progresser sur cette thématique. Et on peut aussi, si on le souhaite, partager des documents avec le grand public quand cette information va être communiquée. Donc, typiquement, vous avez reçu une certification sur un sujet, vous pouvez très bien dire je vais ajouter la certification sur l'indicateur. Et en fait, ce document il sera téléchargeable et consultable par les personnes qui vont consulter votre profil Zeil.
Du coup, la première étape pour une entreprise qui s'inscrit sur Zei va être de compléter ses indicateurs, ce qui va lui donner en fait un score sur 100%. Alors, vous voyez, nous, Zei, on utilise notre propre plateforme, et on a encore des choses à faire pour être parfait. On ne prétend pas être parfait, mais ça montre qu'on a encore une marge de progression. La deuxième étape, c'est qu'on aide les entreprises à progresser. Alors, on fait ça grâce à un catalogue de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on référence plus de 800 solutions dans notre catalogue sur différentes thématiques, que ce soit, vous voyez, l'emballage, les déchets, l'eau, l'énergie, l'impact carbone, la sensibilisation des collaborateurs, même le bien-être au travail, où très facilement, on va pouvoir se mettre en relation avec des fournisseurs basés en France qui peuvent nous aider à nous améliorer sur les différents critères qui ont été sélectionnés par la plateforme Zei. Chose qui est aussi intéressante, pour montrer, c'est qu'il y a un lien direct en fait entre les indicateurs et le catalogue. Vous voyez par exemple ici l'indicateur électricité bas carbone. Si je survole l'indicateur et que je clique sur progresser, il va m'ouvrir une page de catalogue avec les solutions qui ont été référencées pour progresser sur ce sujet-là. Donc là, on va référencer des fournisseurs comme Equator, What Value, Elecocité, Mint Energy, Enercop, etc., etc. Donc très facilement, on va pouvoir trouver des solutions. On n'a pas besoin d'y allouer des ressources, au sourcing de fournisseurs. Ensuite, on a des outils de mobilisation des collaborateurs. Alors, ce qu'on peut faire sur Zei, c'est tout simplement inviter ses collaborateurs à rejoindre la plateforme. Et derrière ça, il y a deux utilisations principales. La première, c'est de la communication RSE en interne. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir leur partager notre profil Zei. Alors, je vais vous montrer juste après à quoi ressemble le profil Zei. Mais en gros, c'est une fiche synthétique qui reprend le score de l'entreprise dans laquelle on peut voir où elle en est sur les différents indicateurs. Donc là, on va partager ce profil avec nos collaborateurs pour qu'ils puissent voir où on en est et donc qu'ils puissent voir aussi nos objectifs pour intégrer ces sujets-là dans leurs tâches quotidiennes et du coup nous aider à atteindre ces objectifs. Deuxième utilisation, si on souhaite aller un peu plus loin, on peut en fait leur donner accès au catalogue de solutions pour qu'ils nous suggèrent des solutions à mettre en place. Donc là, c'est aussi assez intéressant, c'est qu'on va vraiment les faire participer à la mise en place des actions en lançant en fait une campagne de suggestion pendant 1 à 2 semaines et collecter cette information pour ensuite mettre en place les actions en interne. On va simplement collecter de l'information de terrain. Sachez que très prochainement, on va permettre à une entreprise d'inscrire ses collaborateurs à une campagne de sensibilisation par email. En fait, par exemple, pendant 6 à 8 semaines, chaque collaborateur, chaque semaine, va recevoir un email sur une thématique donnée avec un chiffre marquant et des idées d'action à mettre en place au quotidien pour progresser sur le sujet. L'idée étant de les sensibiliser et de faire en sorte qu'ils transforment leurs habitudes. Quatrième élément, c'est la partie communiquer. Alors en fait, quand je suis satisfait de ma progression, ou tout simplement si je souhaite gagner en transparence, je dis ça parce que je peux publier mon profil Zei sans avoir besoin d'avoir une bonne note. Et donc voilà, je peux publier mon profil Zei. Alors le profil Zei, en fait, pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est ça. C'est cette fiche synthétique qui reprend le score de l'entreprise sur les 3 grandes thématiques que nous couvre, donc environnement, social et gouvernance. Et si on souhaite en savoir plus, on peut tout simplement cliquer sur critères d'évaluation Zei. Et là, on va voir le score de l'entreprise sur chaque indicateur. Et si on souhaite en savoir encore plus, on peut même cliquer sur les indicateurs. Et là, on va avoir accès à des informations complémentaires. Alors, si on a laissé un mot pour expliquer ce qu'on faisait, on le verra ici. On peut retrouver les ODD auxquels sont associés l'indicateur. On peut accéder à la méthodologie de l'indicateur. Donc ça, c'est un point important de Zei, c'est qu'on est totalement transparent sur notre méthodologie. C'est-à-dire qu'on peut savoir comment ça a été calculé. Et si jamais on a laissé un document à partager, on pourra aussi le télécharger sur cet indicateur. Et l'idée, c'est que quand je publie mon profil Zei, en fait, il devient public. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder et venir voir où j'en suis sur ma démarche. Et nous, en fait, on va aider les entreprises à mettre en place des opérations de communication pour valoriser au mieux ce qu'elles font. Et dans cette rubrique communiquer, je vais trouver des astuces de communication à mettre en place. Donc, par exemple, est-ce que je partageais mon profil Zei sur les réseaux sociaux pour inviter ma communauté à venir voir ce que je faisais? Est-ce que j'ai, par exemple, intégré un renvoi vers mon profil Zei dans mes signatures email? Comme ça, quand j'échange avec mes prospects ou mes clients, ils peuvent aussi voir les engagements que j'ai pris. Est-ce que j'ai créé un espace dédié sur mon site internet ou est-ce que j'ai intégré la communication sur mes engagements RSE dans mes newsletters? Et ici, vous voyez une petite jauge avec un petit astronaute. L'idée est que quand on met en place une action, la jauge va monter. Et donc, plus on est proche de 100%, plus on a optimisé sa communication sur sa démarche RSE. Et donc, plus on est capable d'en retirer un maximum de bénéfices. Là, je vais vous montrer quelques exemples très concrets en fait, d'entreprises qui l'ont fait. Vous voyez par exemple celle-ci. Donc, celle-ci, c'est un CRM français. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté le logo Zei à côté des réseaux sociaux sur leur site internet. Donc, vous voyez Facebook, Twitter, Instagram. Ici, Zei. Quand on clique sur le logo Zei, on arrive vers le profil de celle-ci et on peut comprendre les engagements qu'ont pris sur ces sujets. Paygreen, qui est une plateforme de paiement, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la page entreprise à propos,
Donc là, ils parlent, vous voyez, de leur histoire. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran parce que ça charge lentement. Ils parlent ensuite de leur raison d'être et ensuite de leurs engagements. Plutôt qu'en fait d'expliquer ici ce qu'ils font sur ces sujets, en fait, ils valorisent leur position dans le classement de ZAI, puisqu'en fait, on a des classements sectoriels que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Et ici, il y a un renvoi vers le profil et on va pouvoir atterrir sur le profil de Perrine et voir les engagements qui ont été pris par Perrine. Un autre exemple, alors, qui est aussi hyper intéressant, c'est que de plus en plus, on noue des partenariats avec des plateformes de recrutement. Donc là, je suis sur la plateforme de recrutement de Make Sense. Alors, Make Sense, c'est un incubateur qui est d'ailleurs spécialisé dans l'impact. Et en fait, ici, il y a label de confiance. Et je peux cliquer sur ZAI, c'est-à-dire qu'en tant que candidat, si je recherche un emploi, je vais pouvoir filtrer les offres d'emploi en fonction de si les entreprises sont inscrites sur ZAI, c'est-à-dire qu'elles sont dans une démarche d'amélioration sur les aspects liés à la RSE. Et très prochainement, ce qu'on prévoit de faire, c'est sur les offres d'emploi d'afficher les scores des entreprises. L'idée étant d'orienter les jeunes et les talents vers les entreprises qui seraient les plus engagées. Donc vous voyez qu'en fait, avec un profil ZAI, on peut s'afficher sur plein de supports de communication. On peut intégrer ça dans ses brochures, on peut intégrer un renvoi vers son profil, même sur ses produits. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Donc ça, c'est l'objectif de l'onglet communique. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'onglet piloter. Alors piloter, en fait, pour vous expliquer, là, toutes les fonctionnalités que je présentais avant, c'est vraiment dédié à l'entreprise pour qu'elle s'améliore. Mais quand elle a atteint un certain niveau de maturité, si elle souhaite aller plus loin, une entreprise ne fonctionnant jamais seule, elle fonctionne toujours dans un écosystème avec une chaîne d'approvisionnement, avec des clients. Elle peut décider d'aller mobiliser les acteurs de son écosystème. Là, je vous montre l'exemple de France Digital. Alors, France Digital, c'est une association d'entreprises. Ce qu'ils ont fait, c'est que nous, en fait, on leur permet de créer des réseaux sur ZAI. Donc, ils ont créé plusieurs réseaux, dont un réseau pour leurs membres. Ils ont invité leurs membres à s'inscrire sur ZAI en rejoignant leur réseau. Et en fait, ça va leur permettre de suivre la progression des membres de leur réseau. Vous voyez là, j'ai la liste des membres du réseau. Alors, je ne vais pas le faire, mais on peut consulter les uns après les autres les profils de ces membres, même s'ils ne sont pas publics, pour voir du coup où ils en sont. On peut même personnaliser, si on le souhaite, les indicateurs qu'on va associer à son réseau. Ce qui fait que quand je suis une entreprise, je peux très bien créer un réseau sur ZAI pour inviter mes fournisseurs, par exemple, à s'inscrire. Si je suis un cabinet de conseil, je peux inviter mes clients à rejoindre la plateforme pour suivre leur progression et potentiellement leur apporter l'accompagnement dont ils auront besoin pour s'améliorer. On travaille aussi du coup avec beaucoup de fonds d'investissement qui utilisent ZAI pour évaluer les entreprises dans lesquelles ils investissent sur les thématiques ESG. Donc là, il y a plein de scénarios différents qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà pour la présentation des fonctionnalités. Alors sachez que la plateforme, si vous voulez tester, on a une offre freemium qui permet d'accéder à certaines fonctionnalités, notamment l'évaluation sur l'aspect environnement et la communication des indicateurs environnementaux qui est gratuite. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour venir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, on a un modèle d'abonnement qui permet de débloquer d'autres fonctionnalités et qui commence d'ailleurs à 20 € par mois pour les plus petites entreprises. Donc là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir voir un petit peu plus en détail la plateforme. Vous serez de toute façon recontacté par une personne de chez nous qui va aussi pouvoir vous débloquer les fonctionnalités pendant quelques temps pour que vous puissiez tester et ensuite voir si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup. On Voilà a pour déjà ça. quelques petites questions. Déjà sur la partie, on va dire, initiative. Donc, tu as parlé de 800 propositions sur lesquelles, on va dire, de solutions dans lesquelles peuvent piocher les entreprises. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur d'où viennent ces idées d'initiative? Alors les solutions, en fait, aujourd'hui, on a une personne qui est dédiée pour référencer ces solutions. On va aller chercher, en fait, face aux indicateurs que nous, on utilise, quel type de fournisseur existe en France qui peut permettre de progresser sur tel ou tel sujet. Donc là, on fait ce référencement, on va aller chercher ces solutions-là. Et ce qu'on va demander, en fait, à ces entreprises qu'on va référencer dans notre catalogue, c'est de s'inscrire sur ZAI et de compléter leurs informations, leurs indicateurs, pour pouvoir montrer, en fait, où ils en sont sur ces sujets aux utilisateurs. L'idée, en fait, c'est de favoriser aussi les achats responsables. Donc, si j'ai une solution qui est disponible par plusieurs, qui est proposée par plusieurs acteurs, je peux très bien m'orienter vers celui qui a le meilleur score. Donc, quand on référence une solution, on s'intéresse d'abord à l'impact de la solution, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses parfois qui sont un petit peu gadgets qu'on ne va pas référencer. Donc ça, on le détermine en interne. Et on va aussi demander cet effort de transparence aux entreprises que l'on référence. Après, pour ce référencement, savoir qu'on a de la chance, on fait partie de cet écosystème, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements qui sont organisés chaque année en France sur ces sujets. C'est un petit écosystème, il n'y a pas beaucoup d'acteurs,
Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se lancent, qui souhaitent proposer des solutions innovantes sur les aspects liés à l'environnement ou au social. Donc ça va nous permettre de les rencontrer et du coup de les référencer dans ce catalogue. D'accord, super, merci beaucoup, c'est très clair. Et on avait une autre question, une personne qui se demandait, est-ce que vous travaillez déjà avec des CSE? Au cas où, par exemple, la direction ne financerait pas l'abonnement ZEI, est-ce qu'il y a des CSE qui ont déjà souscrit à la solution ZEI? Pas à ma connaissance. Alors il faut savoir qu'en fait, nous, on échange beaucoup généralement avec la partie marketing, communication, parce que du coup, ZEI, en plus de permettre de progresser, permet de communiquer sur ses engagements. Et ça, c'est quelque chose qui est bien intégré par du coup les départements marketing communication, où on traite aussi directement avec la direction, puisque généralement, la RSE est mieux portée quand elle est portée justement par la direction. Mais non, pas à ma connaissance, pas de partenariat spécifique avec un CSE, mais ça pourrait être le cas. En fait, ça dépend de la structure. Je pense qu'il faut étudier au cas par cas, à mon avis, cet aspect-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui était Frédéric qui se demandait à quel est le score, on va dire, moyen des entreprises qui sont déjà inscrites? Est-ce qu'on peut avoir un peu une vision de où se place en moyenne le score d'une entreprise? Ou est-ce que finalement la moyenne n'est pas représentative puisqu'on a vraiment des profils très très différents? Alors ouais, aujourd'hui, j'ai pas forcément l'information à vous communiquer parce qu'en fait, ça peut être très variable et on n'a pas encore mis en place les éléments qui vont nous permettre en fait d'analyser de manière précise les scores. C'est-à-dire qu'il faudrait par exemple, qu'on détermine que pour évaluer une moyenne, il faut qu'une entreprise ait, par exemple, complété d'au moins 90% ses indicateurs, parce que sinon, c'est pas du tout représentatif et ça peut fausser les scores. Pour le moment, on l'a pas encore fait. Il faut savoir qu'en fait, la plateforme ZEI a été mise en ligne il y a 2 ans, donc on a énormément travaillé sur les fonctionnalités. Ça, c'est des choses qu'on prévoit de mettre en place à terme, ce qui va nous permettre aussi de faire des études et en fait de communiquer de l'information sur, regardez, par exemple, d'année après en année, on voit une évolution du score, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord, Et ce très qu'on bien. permettra aussi, d'ailleurs, c'est sur chaque indicateur, ça c'est prévu cette année, c'est de faire en sorte que vous ayez un historique en fait de votre évolution. Donc on pourra voir d'année en année l'évolution avec des graphiques de comment vous avez progressé du coup sur le sujet. Ok, très clair. J'espère que ça a répondu à ta question, Ouais. Frédéric. Après, on a une question aussi sur la dimension, on va dire, internationale. Donc, une personne qui au début, donc tu as présenté, on va dire, différents labels RSE. Mhm. Et la personne se demandait, est-ce que ces labels étaient des labels français ou est-ce que certains avaient aussi une dimension internationale? Et du coup, est-ce que la plateforme ZEI peut aussi s'appliquer à des entreprises qui ont éventuellement des activités à l'étranger? Oui, alors il y a des labels internationaux, par exemple B Corp, c'est un label américain, mais qui aujourd'hui est présent dans beaucoup de pays, donc qui a une dimension internationale. Les autres que j'ai mentionnés, par exemple Label Lucie ou Engagé RSE, sont franco-français. Donc on a les deux. Et aujourd'hui, ZEI, alors on est principalement en France, c'est vraiment le cœur de notre développement actuellement, mais on se développe de plus en plus avec des entreprises étrangères. Donc il est tout à fait possible. En fait, si vous voyez ici, il y a le petit drapeau, on peut changer la langue de la plateforme et du coup avoir accès à la plateforme en anglais. Et nous, c'est principalement utilisé avec les fonds d'investissement, par exemple, qui investissent dans des entreprises étrangères et qui vont inviter ces entreprises à rejoindre la plateforme et poursuivre leur progression. Donc à savoir, d'ailleurs, je ne vous ai pas donné les chiffres, mais aujourd'hui, on accompagne plus de 2100 entreprises sur la plateforme, donc via ZEI dans leur démarche. Et on est très heureux parce que c'est un chiffre qui est en constante évolution. On a maintenant plus d'une centaine d'inscriptions chaque mois et le chiffre ne fait que croître. Donc on voit que c'est en train de prendre, qu'il y a un vrai besoin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on serait très heureux de pouvoir vous aider aussi là-dessus. Super. Merci beaucoup. Donc là, on arrive bientôt à la fin du webinaire. On va peut-être encore prendre une dernière peut-être question. Il y a Adrien qui avait 2 questions. Une autre question pour avoir un peu plus d'informations sur le catalogue d'initiatives, c'est-à-dire est-ce que c'était possible de faire une sorte de filtre pour l'adapter en fonction du profil de son entreprise? Par exemple, je ne sais pas si Adrien, tu veux prendre la parole, mais pour nous expliquer un peu plus dans quelle entreprise tu travailles, si c'est un secteur en particulier comme celui du numérique. Et éventuellement, par rapport aussi à ce que tu viens de dire sur l'étranger, est-ce qu'il y avait d'autres plateformes en fait, qui proposent le même service que vous, en France ou à l'étranger?
est-ce que vous étiez inspiré, on va dire, d'une démarche à l'étranger ou est-ce que vous étiez plutôt les premiers, on va dire, les initiateurs sur ce marché? Oui, ok. Alors, sur le catalogue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc aujourd'hui, quand on va dans l'onglet progresser, on va avoir l'ensemble du catalogue. Donc là, on peut rechercher par thématique. Par exemple, je vais cliquer sur déchets, hein. Et ensuite, on peut filtrer par type de solution, donc en fonction d'un indicateur spécifique. Alors, vous voyez qu'il y a il y a potentiellement beaucoup d'éléments. Mais si je clique par exemple sur site équipé pour le tri sélectif des déchets, je vais avoir accès à différents fournisseurs qui peuvent m'aider sur le tri sélectif des déchets en France. Donc ça, c'est la première manière de découvrir des solutions, c'est d'aller directement dans le catalogue et d'utiliser ces filtres. La deuxième solution, c'est en fait directement sur le tableau de bord avec les indicateurs qui ont été sélectionnés par le système ZEI. En fait, il faut savoir que sur ZEI, il y a 3 critères qui vont induire l'ajout d'indicateurs sur le profil d'une entreprise. Il y a son secteur d'activité. Donc, si vous êtes dans le secteur textile, vous n'aurez pas les mêmes indicateurs que si vous êtes dans le digital, par exemple. Il y a la taille de l'entreprise. Donc, on a des indicateurs qui vont s'ajouter en fait en fonction de certains seuils que l'on passe. Par exemple, vous voyez, je vous ai parlé du plan de mobilité qui est obligatoire pour les entreprises qui emploient plus de 550 salariés sur un site. Bah, quand vous dépassez 50 salariés, vous avez un indicateur sur le plan de mobilité. Donc, ce qui permet aussi de prendre en compte des aspects réglementaires. Et après, il y a des indicateurs qui sont liés à des spécificités. Donc, par exemple, si vous avez des usines, des entrepôts, vous allez avoir des indicateurs dédiés. Si vous avez des véhicules, vous allez avoir des indicateurs dédiés. Parce qu'en fait, dans un secteur donné, vous pouvez avoir des organisations qui ont fait le choix d'être organisées de manière totalement différente, même s'ils ont une activité assez commune. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte ces spécificités pour que vous puissiez vraiment progresser sur ce qui est de votre responsabilité. Si vous êtes, par exemple, dans un incubateur, donc vous n'avez pas vos propres locaux, vous êtes hébergé par un autre acteur. On ne va pas vous demander si vous avez de l'électricité bas carbone ou si vous avez mis en place le tri sélectif des déchets parce que potentiellement, ce n'est pas vous qui êtes responsable de ça. Et donc, sur les indicateurs, comme je le montrais tout à l'heure, on peut, en survolant, cliquer sur Progresser et là, on va arriver sur la page de catalogue qui est dédiée à cet indicateur. Donc, quand on s'inscrit dans un secteur donné, les indicateurs s'adaptent à ce que vous faites et du coup, les solutions que vous pouvez trouver vont aussi s'adapter à ce que vous faites. Donc ça pour la première question. Et du coup, pour la deuxième question, alors aujourd'hui, je n'ai pas une vision globale de tout ce qui existe. Il existe probablement d'autres solutions digitales, c'est même sûr. Même en France, vous avez par exemple un outil digital qui est aujourd'hui un peu la référence, surtout sur l'aspect évaluation des fournisseurs, qui s'appelle EcoVadis, mais qui n'intègre pas les mêmes fonctionnalités que ZEI, donc en fait, ça ne sert pas exactement la même chose. Nous, aujourd'hui, on est le seul outil en fait qui intègre différentes fonctionnalités liées à différents besoins. On est un peu 360, à la fois avec cette évaluation, ce catalogue de solutions, et ça, le catalogue de solutions, à ma connaissance, ça existe nulle part ailleurs. Les outils pour mobiliser ses collaborateurs, la partie communication et la partie du coup piloter son écosystème au sein d'un seul outil. Il me semble qu'on est les seuls à le proposer aujourd'hui. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que, Adrien, ça a répondu à ta question. Bah, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, j'espère que vous avez appris, voilà, que vous avez appris plein de choses et que ça vous a intéressé. Donc, en fait, il y a beaucoup de ressources, notamment dans la première partie, qui ont été mentionnées par Valentin. Donc, ensuite, on va dans un mail récapitulatif, on va mettre toutes les ressources qui ont été mentionnées pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ces études. Et bien sûr, on mettra aussi le lien pour s'inscrire si vous voulez tester un peu la version freemium et éventuellement avoir une démonstration gratuite, c'est ça Valentin, enfin une démonstration, on va dire personnalisée, si vous voulez encore aller plus loin. Absolument. On D'accord. pourra même vous donner accès aux fonctionnalités, vous puissiez les tester et du coup voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Super, très bien. Et côté printemps écologique, on vous mettra aussi éventuellement le lien vers notre newsletter si vous voulez éventuellement participer à d'autres événements du printemps écologique. Merci beaucoup pour votre participation et merci surtout à Valentin aussi pour cette présentation très claire. Merci à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez échanger sur ces sujets passionnants. Je serais ravi de pouvoir vous répondre. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.